Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci, donc on va écouter la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG, bonsoir à tout le monde. Je vous salue depuis votre position. Ce soir, j'ai une histoire à raconter. En fait, c'est ma cousine qui a eu un problème avec son copain. C'est-à-dire quoi? Il y avait une fête dans un village voisin. Et le copain de ma cousine, il n'est pas du même village que nous. Il est d'un autre village. Donc, il est quitté dans son village. Il est venu trouver ma cousine dans notre village. Et tous les deux, ils sont allés à la fête dans le village voisin. C'est-à-dire, c'est une histoire de 3 villages. Le copain est d'un autre village. Ma cousine est d'un autre village. Et là où se passait la fête, c'était un autre village. Donc, le copain est quitté chez lui. Il est venu trouver ma cousine dans notre village. Et tous les deux, ils sont partis ensemble à la fête dans le village voisin. Et arrivé là-bas, on les a tous logés. Ma cousine et son copain, on les a logés dans la même chambre. On les a logés dans la même chambre. Et matin, il se réveille. Le copain constate que son téléphone Android a disparu. Parce qu'il avait 2 téléphones. Un téléphone Android plus un autre petit téléphone. Mais c'est le téléphone Android qui a disparu. Donc le jeune a cherché son téléphone. Il ne retrouvait pas son téléphone. Donc il a demandé à sa copine, qui est ma cousine, « Ah, chérie, où tu n'as pas vu mon téléphone ?» Ma cousine dit non, elle n'a pas vu le téléphone. Il dit, elle n'a pas vu le téléphone. Donc, au début, le jeune, il a pris ça pour de la plaisanterie. Il pensait que sa copine a caché le téléphone, qu'après, elle allait lui donner. Donc, il était en train de l'amadouer pour lui dire, non, ma chérie, s'il te plaît, c'est toi qui as pris mon téléphone. Il faut me donner, je t'ai promis un téléphone. J'ai dit que j'allais t'acheter un téléphone. Hein? Donc, donne-moi celui-ci parce que je travaille avec. Hein? Parce que, bon, il y a mon frère qui est en Europe, qui doit me joindre dans ces temps-ci. On a un projet ensemble qui doit me joindre. Et puis, bon, s'il te plaît, la fille, c'est pas elle qui a pris le téléphone. Il a amadoué, vraiment, il pensait que même que la fille est en train de blaguer. Mais elle dit que c'est pas elle qui a pris le téléphone. Donc, tout le temps qu'ils ont passé là-bas, le jeune cherchait son téléphone. Il dit à sa copine, vraiment, si c'est toi qui as pris le téléphone, s'il te plaît, donne-moi. Elle dit, c'est pas elle qui a pris le téléphone. Bon, d'accord. Il est parti dans son village. Il a pris 2 personnes. Il est venu avec une délégation de 2 personnes. Ils sont venus chez nous à la maison pour venir faire asseoir les parents pour leur dire que, ah, voilà ce qui s'est passé. Donc vraiment, je vous demande pardon. Demandez pardon à votre fille. Si c'est elle qui a pris mon téléphone, qu'elle me le rende. Que le téléphone là, j'ai trop de choses dedans. J'ai mes numéros importants dedans. J'ai mes frères qui sont en Europe, qui leur numéro est dedans. Et je n'ai même pas eu le temps d'écrire ces numéros-là quelque part. Donc là où je suis aujourd'hui, là, si mes frères ne rentrent pas en contact avec moi, je ne pourrais pas rentrer en contact avec eux parce que j'ai perdu tous leurs numéros. Que vraiment je demande pardon, qu'elle me donne le téléphone. Ma cousine dit que c'est pas elle qui a pris le téléphone. Les parents ont parlé. Ils ont parlé. Les proverbes du village. Tout. Pour lui expliquer que
ce qu'elle est en train de faire n'est pas bon. Mais ma cousine dit que c'est pas elle qui a pris le téléphone. Ok. Puisqu'elle dit que c'est pas elle qui a pris le téléphone, on l'a laissé. Le jeune dit bon, d'accord. Que lui, puisqu'elle dit que c'est pas elle qui a pris le téléphone, lui, il considère que c'est pas elle qui a pris le téléphone. Donc lui, il va chercher son voleur ailleurs. Il va chercher son voleur ailleurs. Il considère que c'est pas elle qui a pris le téléphone. Donc là où lui va rentrer, pour que son téléphone sorte là, lui va rentrer là-bas. Voilà. C'est que lui va faire, puis son téléphone va sortir là. Lui va faire ça, son téléphone va sortir. Donc il considère que c'est pas sa copine qui a pris son téléphone. Donc lui, ce qu'il va faire là, ah, c'est lui seul qui sait ce qu'il va faire. Donc ils se sont retenus dans leur village, ils sont partis. Tout le monde a oublié. On était là. Voilà ma cousine là, qui a commencé à tomber malade. Elle a commencé à tomber malade, sérieusement malade. Elle a commencé à tomber malade jusqu'à on la portait. Quand elle veut aller au besoin, on la porte. Mais ce qui était curieux, c'est que quand tu es auprès d'elle, que ton téléphone sonne, elle sursaute. Elle entend un téléphone sonner auprès d'elle, elle sursaute. Donc ça a commencé à attirer notre attention, un peu. Maintenant, elle est là. Que je veux dire quelque chose. Sa mère dit, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu as quoi à dire que tu n'as rien à dire? Tu n'as rien à dire? Tu n'as rien à dire. Au moment où on voulait que tu parles là, tu as dit que tu n'avais rien à dire, non? Tu as refoulé les gens ici. Et maintenant que tu veux parler, tu veux dire quoi? Que tu n'as rien à dire. Finalement, les parents ont dit à la maman, non, laisse-la. Puisqu'elle dit qu'elle a quelque chose à dire, laisse-la. Ce qu'elle va dire, là, on va entendre. C'est maintenant, ma cousine va commencer à se confesser. Parce que quand elle était malade, d'abord je souligne bien, quand elle était malade, tous les guérisseurs qu'on envoyait pour la traiter, les tradis praticiens qu'on envoyait pour la traiter, ils disaient toujours qu'elle avait une confession à faire, qu'elle avait quelque chose dans le cœur qu'elle doit dire. Et c'est là maintenant, on lui a donné le temps de se confesser. C'est là qu'elle a reconnu maintenant que non, que c'est elle qui a pris le téléphone, que vraiment elle demande pardon, que c'est elle qui a pris le téléphone. Donc, quand elle s'est confessée que c'est elle qui a pris le téléphone, ils ont envoyé quelqu'un aller chercher son copain en question dans l'autre village pour venir. Quand le jeune est venu, on lui a dit, ah, que voilà, vraiment nous, on te demande pardon, que voilà notre fille, c'est au dernier moment là, qu'elle est malade maintenant, et c'est maintenant elle reconnaît que c'est elle qui a pris ton téléphone. Que le téléphone même, que voilà le téléphone qu'elle a, le téléphone était dans ses affaires, que vraiment elle demande pardon, nous on demande pardon. Et ça le jeune dit que lui ne la reconnaît pas comme son voleur, hein. Il ne la reconnaît pas comme si c'est elle qui a pris le téléphone. Parce que lui, il a tout fait. Sinon, que lui n'a jamais fait pour elle. C'est pas un téléphone, lui ne peut pas payer pour elle. Hein? Que c'est pas un téléphone, lui a même promis un téléphone. Mais puisque c'est celui-là qu'elle voulait, donc c'est pas grave. Mais lui, ce téléphone, lui, prend plus. Il prend plus le téléphone. Puisque elle a voulu garder le téléphone, qu'elle prenne le téléphone. Donc lui, il considère que son téléphone est perdu à tout jamais. Donc lui, il ne prend pas ce téléphone-là, lui, il ne touche plus. Donc on lui a demandé pardon. Hein? Elle est malade. Il faut nous aider. Et ça, lui, il a dit que lui, le travail que lui, il a fait là, qu'il n'y a pas de marche arrière dedans. Il n'y a pas de demi-mesure dedans. Lui, il a fini de faire son travail. Il n'y a pas de marche arrière. La machine là, on ne peut plus arrêter. Que la machine a été enclenchée, la machine poursuit son chemin. Il n'y a pas de marche arrière dedans. Quand il a fini de dire ça, il s'est levé, il a donné d'eau. Il est parti. Les parents demandent pardon. Est-ce qu'il a tourné pour regarder quelqu'un?
Il est parti. Voilà ma cousine maintenant qui est là. Quand un téléphone sonne, elle sursaute. Un téléphone sonne, elle sursaute. Elle dit, hé, le bagage qui est sur ma tête est lourd. Hé, maman, le bagage qui est sur ma tête est lourd. Que j'ai un bagage sur la tête qui est lourd. Donc c'est comme ça, elle pleurait. Elle pleurait. Chaque fois, elle pleurait. Quand un téléphone sonne auprès d'elle, elle pleure. Donc finalement, elle est morte. Quand elle est morte, c'est là on dit non. Quand ils sont partis l'enterrer, on dit non. Mettez le téléphone là dans sa tombe. Mettez le téléphone dans sa tombe. Ça, les gens ont dit non. Que c'est pas parce que elle a volé le téléphone. C'est pas parce que c'est pour ce téléphone-là qu'elle est morte qu'on doit mettre le téléphone dans sa tombe. Laissez-la partir comme ça. Elle a déjà trop souffert. Laissez-la. Elle parte avec ça. Elle parte comme ça. Puisqu'elle me dit qu'elle a un lourd bagage sur la tête. Elle sait quel bagage elle a sur la tête. Ne lui mettez pas un autre bagage encore sur la tête. Laissez-la partir avec ça. Donc, on l'a enterrée comme ça. Elle est décédée comme ça. Elle est morte comme ça. Cadeau pour un téléphone Android. Donc, c'est là l'histoire. Et bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille, bonsoir la team. Nous sommes samedi 27 avril, l'an 2024. Voilà. Je tenais à vous faire ce message en urgence. Parce qu'on dit souvent, c'était ma tante il y a 20 ans. Mais là, c'est tout à l'heure que j'ai l'information, en fait. Mon fils qui rentre de sa visite sur la côte, quoi. Il arrive chez moi et tout, il a la larme aux yeux, il est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il dit oui, j'ai rencontré une amie et tout, elle était enceinte la dernière fois. Et elle était presque à terme, hein, on avait trouvé le nom, le prénom. Après j'ai perdu la trace. On est jeune, chacun prend sa route. Et là tout à l'heure dans le train, je croise la fille. Je la reconnais pas, elle est toute fade. Et puis je vais vers elle, je dis qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es aussi fade alors? Le petit, comment il va et tout? Et la petite, elle éclate en sanglots dans le train. Elle éclate en sanglots pendant plus de 30 minutes et tout. Le mec, il est mal à l'aise. Il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, tu connais pas? Un beau matin, je me réveille avec mon mec et la grossesse a disparu. Comment ça, la grossesse a disparu? Ben oui, la grossesse a disparu. J'avais mes abdos et tout ça. Il n'y avait plus de grossesse. Pourtant, j'avais des échographies et tout. L'enfant se portait bien. On avait trouvé la date de naissance, le nom, le prénom, la layette. La chambre était prête. Avec les échographies, nous sommes en France. Nous sommes en France. Samedi 27 avril 2024. Et quelle heure? 21h46. La petite a coulé toutes les larmes de son corps. Vous ne connaissez pas la meilleure. Elle appelle une ambulance dans la panique. L'ambulance arrive. Elle va à l'hôpital. Elle explique son cas. Les médecins, avec les échographies, ils ont dit à la fille, tu vas nous dire où est passé l'enfant. Mais comment ça, je viens de me réveiller, j'appelais les ambulances et tout. Non. Il y a eu le dernier rendez-vous l'autre jour, l'enfant se portait bien. Vous ne pouvez pas nous dire que depuis la dernière fois, la grossesse a disparu et vous avez déjà les abdos. Ça veut dire que depuis le dernier rendez-vous, vous avez fait quelque chose, madame. Je n'ai rien fait.
Je vous dis, je me suis réveillée ce matin, il n'y avait plus de grossesse. Même mon mec est resté fou là-bas à la maison, il pète un plomb. Les médecins, tout ça avec la police, ils sont là à côté de la fille. Mademoiselle, vous allez pas nous la faire, hein. Voici les échographies. Voici le petit garçon. Il est passé où le fœtus? Là, c'était même plus un fœtus, c'était un bébé, c'était un enfant. Donc, ils ont attrapé la fille. Ils ont porté plainte. Son mec a voulu venir au secours pour dire que oui, j'étais là, machin. Ils ont dit à son mec, vous êtes déjà connu de la police pour la fumette. Et si vous la ramenez, on vous a vu sur les caméras, hein? On a vu que vous faites le trafic de médoc, hein? Vous savez, les médocs des gens qui sont forts, là, qui veulent se sévrer, là, pour le couscous. Mais j'ai jamais fait ce trafic. On vous dit on vous voit sur les caméras de surveillance. Toute la Côte d'Azur est filmée. Alors, le mec, il est parti en vrille. Il dit, je deviens fou. Ça, c'est un monde parallèle. Je comprends pas. Je me réveille le matin avec ma meuf. Non seulement la grossesse disparaît, je ne peux pas entrer dans l'ambulance, ce n'est plus ça, c'est le trafic d'enfants, c'est déjà le trafic de médoc. Je vous jure, la gamine a été condamnée à 3 mois de prison. Et ils ne l'ont pas internée à Nice. Ils l'ont envoyée dans l'une des prisons les plus dures dans le sud, les Baumettes. Je crois que ça doit être vers Marseille. Même les caïds des caïds ne veulent pas aller à la prison des Baumettes. Une gamine pareille, qui a grandi à la DAS, qui n'a pas de parents, qui va aller rendre visite à l'enfant aux Baumettes. 24 ans. Elle devient folle. Elle se dit, et ce genre de truc, ils te convainquent que c'est toi qui es faux. Ils te mettent en asile de faux. Donc mon fils me le racontait en pleurant, quoi. Là, j'ai dû attendre qu'il dorme pour me mettre de côté parce qu'il est arrivé quand il a une histoire qui ne va pas. Il dit qu'il faut qu'il voie sa mère pour. Et là, il est arrivé, il n'était pas bien. Il me dit, mais je suis fou. Ce n'est pas qu'en Afrique. Il me dit, appelle DMG, appelle DMG. Je dis, mais ça se passe ici. Des fois, on te dit déni de grossesse. En Afrique, on sait que c'est normal. On envoie. Et il me dit, la petite a fait la prison. Elle a fait la prison et elle est fichée. Là, on lui a mis la puce, là, pour ne pas tomber enceinte, pour pouvoir la contrôler comme un animal. Les médecins ne comprennent pas. Elle dit, mais pourquoi j'ai appelé l'ambulance? Je dis, vous ne saignez même pas. Vous ne saignez pas. Il n'y a pas de... Comment vous avez fait? Expliquez-nous, mademoiselle. Elle est partie en justice, elle a cru devenir folle, elle s'est arraché les cheveux de la tête. Dis voilà, mais j'ai fait la layette. J'ai fait la layette, je vous dis que j'ai fait la layette. Vous croyez que j'ai donné le nom à mon fils? J'ai donné le nom à mon fils. Vous savez, il y a des gens, il y a des cas ici. Toujours vers 7 mois de grossesse, l'enfant disparaît. Toujours vers 7 mois de grossesse, l'enfant disparaît. Mais ils n'en font pas cas. Donc, si tu veux la ramener ici, là, on te fout les problèmes. On va te dire, tu veux dire que les extraterrestres existent? Les gens te disent, oui, j'ai rêvé, on était en train de m'ouvrir le ventre, c'était des chirurgiens, mon enfant est parti, ils ont crié. Tu te lèves le matin, il n'y a plus de grossesse. Il n'y a plus de grossesse. Donc, nous, on vit ça ici. Donc, je me suis dit, bon, comme c'est chaud et que c'est sur ma main, là, je ne veux plus dire comme mon cousin, mon oncle, voilà. J'ai pas besoin d'être au bled. Hein. Mais je lui dis, pourquoi tu es en larmes? Et donc, ça doit souvent se passer en Afrique. Il me dit, non, c'est pas ça. C'est que ici, on se dit quand même que... Et on se dit quoi? Non, mais comme je connaissais la fille, ça, oui, l'émotion, oui. Mais c'est partout.
Dis-moi, je lui ai dit, appelle, je sais pas, prends un avocat, appelle la presse. J'ai dit, mais tu rêves. Si tu fais même ça, ah bah tu disparais, hein. On va t'interner, on va te mettre toutes les doses de machin, et puis quelque temps après, tu vas te suicider, hein. Parce qu'il y a des choses qui existent, il y a des choses qu'ils font. Mais si tu ramènes ta grosse gueule, parce que je me dis quand même que les 3 mois d'emprisonnement, la pauvre, c'était une façon de la briser et de lui fermer le clapet. Voilà la famille, ce qu'on vit. Ce n'est pas qu'en Afrique. Mais c'est ici c'est à un autre niveau, quoi. C'est un autre niveau. Vraiment un autre niveau. C'est les noms qui changent. C'est des entités qui viennent d'ailleurs. C'est ceci. En Afrique, c'est que la sorcellerie, quoi. Tu vois. Mais ici, ils sont bien plus avancés, hein. La sorcellerie, c'était au XVIIe siècle, hein. Et ils sont bien plus avancés, je vous dis. Surtout les villes de la côte. Parce que quand on marche en une journée, juste sur la côte comme ça, ce qu'on voit, mais en plein jour, hein, ce qu'on voit, ah ben, voilà quoi. Je tenais à vous le dire pendant que j'avais ça sous la main. Voilà, le pauvre, il dort en pleurant comme un gamin parce que les enfants ne sont jamais grands, hein, vous savez. Et s'il arrive un truc pareil, tu te dis, je vais dire à ma mère parce que sinon je deviens fou, quoi. Moi, je lui dis, tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Au moins, elle a pu se confier, elle a pu pleurer. Parce que tu vas raconter ça à ta copine et dire, ça va pas un peu dans sa tête, elle doit consulter. Mais venez m'expliquer mes échographies, ma layette, ma chambre d'enfant, le nom et tous les examens. Venez me l'expliquer. Elle a une suspicion de, je sais pas, de trafic d'enfants, de quelque chose. La gamine de 27 ans. Et le temps qu'elle sorte de prison, ils lui ont pris son appartement, dont elle est à la rue. Elle est à la rue parce que sa grossesse a disparu. Voilà la famille DMG. Pour vous dire que le mal est profond. Le mal est profond. Vraiment. Ah, je ne sais pas si je dois vous souhaiter une bonne soirée, mais moi, je ne vais pas fermer de l'œil, hein. Merci la famille. On essaye de liker au maximum, on partage, que les gens s'ouvrent, que les gens parlent. Il faut que les gens parlent. Quand on parle, oui, quand on parle, ils sauront tous, le mal sait qu'on n'est plus victime, le mal sait qu'il a été mis à jour. Oui, il sait qu'il a été mis à jour. L'ombre a peur de la lumière, sachez ça. On commente bien, vraiment, on soutient, et on sort les explications, ce qu'il faut, on arrête de condamner les victimes, et puis on like, on partage, on commente. Passez une bonne nuit, je suis choquée. Merci la famille DMG. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Coucou, bonjour DMG, bonjour la team, bonjour tout le monde. DMG, j'espère que tu vas bien. Ça fait pratiquement 9 jours que j'entre sur YouTube pour regarder les nouvelles émissions et je trouve que tu n'as rien publié. J'espère que tu te portes bien et que peut-être tu es occupé par d'autres occupations de la vie. C'est voilà pourquoi on n'a pas reçu depuis pratiquement 9 jours maintenant des nouvelles émissions. Vraiment, ça nous manque. Moi, particulièrement, ça me manque parce que c'est sur ça, c'est sur tes émissions, je passe mes journées. Surtout qu'en ce moment, je suis en arrêt maladie, afin de pouvoir être encore plus averti que je l'étais déjà. Si tu me reçois, s'il te plaît, reviens-nous très vite. Et aussi, si c'est que c'est
n'as pas assez d'histoires à nous publier en ce moment, je profite pour ce moment de te laisser une, tout en espérant que celui-ci, tu vas le publier. Je t'avais laissé des histoires il y a longtemps, mais je les ai jamais entendues. Bon, je vais encore te laisser celui-ci. Donc, si c'est que tu n'as pas assez d'histoires en ce moment, peut-être, si tu veux, tu pourras le publier. Mais sinon, reviens-nous très vite. Publie au moins pour les autres. Moi, ça me fait du bien. Ça fait du bien à ceux dont je partage tout le temps. Ok. Je vais commencer. Et là, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je l'ai vécue par moi-même, toujours. Et l'histoire se passe en 2006, à Douala, Cameroun. J'étais très jeune à ce moment. Je venais de retrouver ma plus grande sœur dans cette ville qui m'avait fait quitter notre ville natale d'Idéa pour venir là-bas et rester avec elle parce qu'elle travaillait et moi, je n'allais plus à l'école. Donc, elle a supposé que c'est mieux que je reste avec elle. Elle va aussi m'introduire dans le monde de se chercher, quoi, au lieu de rester là-bas. Donc, du coup, peut-être, je lui retrouve normalement en fin 2004. Mais en 2005, elle commence sa maladie. Et quand elle commence sa maladie, moi, en fin 2005, là, je fais la connaissance d'un homme marié auquel j'étais sa tisa. Donc, et ma grande soeur décède en début 2006. Mais quand elle décède, normalement, je devais retourner dans notre ville natale. Mais l'homme marié, vu qu'il était vraiment amoureux de moi, il s'attachait déjà parce que c'était aussi dans nos débuts. Il dit, bon non, n'y va pas, je vais te loger, je vais tout faire pour toi. J'étais très petite, j'avais peut-être entre 19 ans, 20 ans. Et lui, il avait à cette époque 35 ans. Donc lui aussi, c'était un jeune monsieur. Bon, mais contrairement à moi, mais c'était pas genre un vieux papa et tout. Donc, bref, de toute façon, j'étais satisa. Et la vie a commencé vers fin 2000. C'est quelqu'un qui gérait les business de son frère, qui faisait l'importation. Je ne veux pas trop entrer là-bas, de peur que peut-être... Voilà. Donc, il gérait les business de son grand frère qui faisait l'importation de certains trucs en Europe. Donc, il avait vraiment l'argent. Il me mettait en haut de manière, au bout de je crois, même 1 an et demi de relation. Donc, en début 2007, comme ça, moi, j'ai connu dans mon compte bancaire 3,50 millions. Pas parce que je travaillais, mais juste parce qu'il me donnait l'argent tous les jours. Donc, c'était du genre, quand il quitte du boulot, il passe d'abord par la maison. S'il y a à manger, il mange, on reste. Et parfois avec des amis, après, il rentre chez lui tous les jours. Et le dimanche, quand il finit l'église avec sa famille, il vient me chercher, on s'en va se balader. C'était toujours comme ça. Donc, du coup, pendant qu'on vivait ensemble, à un moment donné, comme c'était un monsieur qui avait fait le permis de port d'armes et il en avait deux, un qui se baladait avec tous les jours, qui était toujours avec lui, qui soit au travail, n'importe où, et apparemment il avait l'autre chez lui, celui dont déjà on ne peut pas sortir avec, qu'on utilise seulement, voilà. Donc, peut-être après 8 mois de notre relation comme ça, quand il venait avec ses amis qui étaient comme ses petits, mais parce que c'était quelqu'un qui avait vécu la galère dans le temps. Et puis, quand son grand frère a ouvert ses grandes sociétés, et puis son grand frère maintenant l'a mis un peu devant, donc ça l'a un peu sorti de la galère. Donc, il ne refusait pas de marcher, toujours avec ses amis avec lesquels il a grandi, ou bien qui n'étaient pas encore comme lui. Et puis, il était leur boss, il était quelqu'un qui avait la main large. Donc, de la manière il donnait même à tous ceux qui étaient proches de lui. Bon, même si ce n'était pas l'équivalent comme pour moi, parce que moi, j'étais déjà sa copine, mais c'était quelqu'un qui était bien de cœur, il connaissait, il n'était pas avare. Donc, à chaque fois qu'il venait avec ses amis là, en dehors des amis qui sont des hommes en tenue de haute grade là, mais les autres amis, quand il venait à la maison avec eux, pendant qu'il causait, je l'entendais, il faisait souvent des commentaires de son lieu de travail. Il y avait un mec qui travaillait
aussi dans la société de son grand frère. Là-bas, c'était dans une zone commerciale, quoi, parce que c'était dans l'importation que lui, il était directeur du truc de son frère. Donc, il y a un mec là-bas qui lui proposait toujours à chaque fois, donc du genre, comme tu as l'arme là, je vais t'amener à Bafoussam, il y a un endroit là-bas, on va te blinder, que même si toi, on tire sur toi, ça n'entre pas. Et quand il venait à la maison avec ses amis, avec lesquels il a passé des moments de galère dans le temps passé, il parlait toujours de ça en disant, ah, telle personne me propose ceci au bureau, qu'il va m'amener là-bas, mais moi, je sais que c'est des conneries, j'ai pas besoin de ça. Si j'ai fait mon permis de port d'âme, ce n'est pas pour... pardon, excusez-moi. C'est pas pour aller me blinder encore, parce que c'était aussi quelqu'un de très croyant. Vraiment, vraiment, il croyait, même s'il faisait ses bêtises d'avoir une tisa qui était moi, mais c'était quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu. À son niveau, étant... comment dirais-je, catholique en plus. Et je me rappelle, si j'ai eu à me baptiser, me confirmer, communier, c'était grâce à lui. Avant que, bon, des années plus tard, je me suis retrouvée à l'église évangéliste quand on n'était plus ensemble. Donc, il disait non, lui ne peut pas. Tout le temps, quand il était avec eux ou bien quand il était avec moi, il me disait, tu vois, telle personne que je dis souvent à mes amis. Donc, bon, disons, ses amis, c'était les gars comme, bon, les Donald, disons, c'est le nom d'emprunt. Mon collègue que je dis souvent, les Donald ici, que non, il m'a encore accéléré aujourd'hui que là-bas c'est bien, il faut qu'il m'amène, je ne vais pas regretter. Il m'a encore proposé ça aujourd'hui, mais je sais que c'est des conneries. Il nous a parlé de ça peut-être 4 à 6 mois successivement. Mais d'un coup, il ne parlait plus de ça. Bon, moi, il me suis dit, s'il n'a plus parlé de ça, ça veut dire que celui qui lui proposait ça avait abandonné. Et c'est comme ça quelque temps, et pendant même qu'il lui parlait de ça, moi, j'avais déjà un mal ici, juste en dessous de la côte, là où il y a le cœur, ou bien là où il y a le sein, en dessous là, du sein. Mais c'était juste limitrophe, les os de la poitrine là et le ventre. Il y avait toujours quelque chose qui me piquait là, qui me chatouillait. Tantôt ça chatouille, tantôt ça pique. Et c'était un truc du genre comme que je ne comprenais pas. Il m'envoyait à l'hôpital seul dans les cliniques, on ne trouvait rien. Il m'a envoyé même chez le médecin traitant de lui et sa femme et ses enfants. Le monsieur m'avait prescrit des examens et tout. On n'a rien trouvé. On a tout fait, rien. Il est resté comme ça. Comme c'était un peu un mec, bon, lui-même, il était un jumeau et il m'avait dit que lui n'avait pas vite marché. Contrairement à son frère jumeau, il avait marché à ses 9 ans. Et pendant qu'il était là au sol, il avait même fait à ce qu'il y a 3 enfants qui venaient de marcher devant lui. Il avait même 6 ans comme ça. Quand un enfant marchait devant lui, il tirait l'enfant au sol. L'enfant ne marchait plus. Donc, l'enfant ne marchait plus. Donc, on évitait maintenant que les enfants qui viennent de marcher passent à côté de lui. Donc, il était un peu le genre qu'il avait certaines intuitions qui ne mentent pas. Donc, c'est comme ça, un jour, il rentre du travail, il s'arrête à la maison comme d'habitude. Il me dit, bon, tu vois, comme ton truc là, on a tout fait à l'hôpital, on n'a rien vu. Et il faut appeler ta maman, moi, je vais parler avec elle. Et c'est comme ça, j'avais demandé à ma mère de venir. Ma mère est venue un dimanche. Et il a dit à ma mère, bon, voilà, moi, je suis avec ma chérie. Mais depuis un moment, elle a mal ici comme ça. Mais comme nous ne sommes pas mariés, je ne peux pas l'amener quelque part. Donc, comme toi, tu es sa maman, je vais te donner de l'argent. Il faut que tu l'amènes quelque part pour voir de quoi il s'agit. Parce que nous sommes les Africains. Si, avec tout ce que on a pu faire à l'hôpital ici, à Douala, on n'a rien vu, ça veut dire que c'est autre chose. Maman dit, il n'y a pas de souci. Et puis, ce jour, on est parti déposer la maman en direct à aider à Sanké de prendre des transports. Et on a fait le programme, il m'a donné l'argent. Et maman m'a amené dans un village là-bas
sur la route de Yaoundé, qu'on appelle Boumbibé. À Boumbibé, on prenait encore notre transport pour entrer dans les villages. Et arrivé là-bas, quand le guérison arrive chez lui, c'était toujours du genre, quand vous arrivez, vous dormez, c'est le lendemain qui fait... Ou c'est même le même jour, oui, c'est le lendemain qui fait la vision, quelque chose comme ça. Mais quand vous arrivez, vous devez vous laver dans la rivière, qui est la rivière qui entoure ses maisons, quoi. Parce qu'il avait tout un campement. Et le matin, quand on va dans sa cabane de vision, qui était derrière ses maisons, on est assise, il commence à tourner sa marmite de gangan. Il tourne ça, il tourne. Il tourne, il dit à ma mère, vous êtes venue pourquoi? Ma mère lui dit non, parce qu'elle a un mal ici. Et puis ma mère me regarde, j'explique que non, j'ai un mal ici, mais vraiment, non, on ne comprend pas parce qu'on n'a rien vu à l'hôpital. Il tourne sa mamie, il tourne. Il se tape les moutes. Il tourne. Il dit, je ne vois rien sur ton ventre là. Tu dois toujours aller à l'hôpital. C'est un truc qui se soit à l'hôpital. Il n'y a rien de mystique sur ton ventre. Mais par contre, je vois qu'on va te vendre dans le mystique. Donc, tu vas mourir d'ici peu de temps. Ma mère et moi, on se regarde. Il tourne sa mamie, il tourne. Il dit, je vois qu'on te vendra. Mais même la personne qui te vendra ne sait pas encore qui va le faire. Ma mère me regarde, je lui regarde. La sueur commence à sortir sur nous. Pourtant, nous sommes en pleine, entourés des arbres de la forêt. Après, je lui demande, mais c'est qui donc? Il tourne sa marmite. Il tournait ça comme un volant. Mais vous voyez les macottes là qui ont 3 pieds en bas. Il avait positionné ça déjà avec beaucoup d'écorce dedans, les trucs attachés, tout, c'était dans l'eau. Les trucs là, mais lui, quand il tourne ça comme un volant, lui, c'est ce qu'il voit dedans et il vous dit en fait. Après, je lui dis, mais qui va le faire? Il dit, je te vois avec un homme, c'est lui qui va le faire. Merde, je suis étonnée. Et puis, il tourne, il dit, mais sinon lui-même, il ne sait pas qui va le faire. Mais ça ne va même pas s'arrêter sur toi. Quand si tu seras la première cible, parce que c'est toi qui seras comme la personne la plus moins chère, mais ça va continuer. Il va également le faire à sa femme, même à ses enfants, et ça va détruire sa vie en fait. Et je reste tranquille. Je ne sais pas quoi dire. J'oublie encore la question que maman avait posée au monsieur. Après, je dis au monsieur, mais vous dites que il va le faire, mais lui-même, il ne sait pas qui va le faire. Ça veut dire que c'est un endroit, ça veut dire que c'est quoi? Il dit qu'on est en train de lui proposer un endroit. Mais c'est cet endroit qui va lui demander des humains après. C'est là que je me suis souvenu directement que ça fait pratiquement plus de 5 mois. Il ne parle plus d'une histoire dont il parlait tout le temps à la maison en commentaire avec ses amis quand il venait ou bien il me racontait quand on mange, on boit, on est en train de taper les commentaires. Je lui dis, mais il y a de cela quelques mois en arrière, il me disait, moi et ses amis, qu'il y a quelqu'un à son lieu de travail qui lui propose que il parte quelque part, on va lui blinder, comme il a l'arme là, comme ça, si lui, les bandits tirent sur lui, ça ne va pas entrer. Le monsieur tourne sa mamie, il dit exactement, c'est cet endroit. Je lui dis, mais celui qui veut l'amener, il me dit, je vois ici qu'au début, il refusait. Mais maintenant, il a accepté. Ils sont seulement en train de chercher un moment libre un temps libre pour qu'il aille là-bas parce qu'il veut aller là-bas pour que ni sa femme ni toi, vous ne sachiez pas que finalement, il a accepté. Donc, il veut un temps libre de manière, il ira là-bas sans que personne ne sache. Après, je dis au monsieur Ngangan que, mais n'est-ce pas qu'il refusait? Le Ngangan dit oui, il refusait, mais maintenant, il a accepté. Voilà pourquoi il ne parle plus de ça. Après, je demande au Ngangan que, mais la personne qui veut l'amener là-bas, c'est que cet endroit va lui demander du sang après. Le monsieur me dit oui. Ah! Je demande encore au monsieur Ngangan que, et la personne même qui veut l'amener, mon copain là-bas, là où il lui propose depuis plus d'une année maintenant, est-ce que lui-même il est dans le truc, la secte là, qui veut mettre mon copain par tromperie? Est-ce que lui-même il est dedans? Le Ngangan tourne la marmite et tout, il dit non, il n'est pas dedans. Je lui dis que il sait que cet endroit c'est un piège. Il me dit oui.
Je lui dis que donc, en quelque sorte, il est comme un agent immobilier, quelqu'un qui cherche les clients pour amener, nourrir ceux. Il me dit oui. Je me regarde avec ma main, on se regarde. Bon, bref, pour ne pas être encore plus long, je vais faire vite là. Après, le monsieur tourne sa mamie pendant un moment. Il dit, mais vous voilà, quand vous allez retourner, c'est pas toi. Le Nganga me doit. Il me dit, c'est pas toi qui dois dire ça à ce monsieur. Il dit à ma mère, c'est toi qui dois lui dire ça. Parce que si c'est ta fille qui lui dit, il va considérer que comme elle est sa femme et elle est petite, c'est des conneries. Il va toujours partir. C'est ce qu'on vient de me montrer là pendant que je ne vous disais plus rien. Il dit à ma mère, donc, fais l'effort que quand vous allez partir, rentrer, c'est toi qui dois aller lui dire ça. Que ta fille ne lui dit rien. Parce que selon le programme, quand on devrait rentrer, moi, je devais rentrer dans ma ville à Douala et ma mère devait rester à Edea. Elle ne devait pas venir directement avec moi. Et puis, elle n'était même pas aidée à Centre à l'époque, là. Elle était encore au village, là-bas et tout ça. Donc, et lui, il a dit, je n'avais rien. On est rentré. Le lendemain, le jour suivant, on est rentré. Il ne m'a pas traité, il n'a rien fait. Il a dit que je pars à l'hôpital, que c'est une maladie de l'hôpital, ce que je ressens sur ma côte. Nous sommes rentrés, je suis rentrée, ma maman est rentrée. Quand on arrive à Edea, ma maman lui dit, bon, tout s'est bien passé, mais je viendrai là-bas te donner le compte rendu. Et moi, je suis partie. Quand il vient donc, le soir du jour que j'arrive à la maison, mon copain, il me demande comment ça s'est passé. Je lui dis, le Ngangan a dit que je n'ai rien. Il a dit que je pars à l'hôpital. Il dit, ah, avec tout l'hôpital qu'on a fait là, je dis, oui, moi-même, je suis dépassée. Il dit, bon, ok, ça veut dire que peut-être c'est alors l'estomac. Après, je le vois, il s'assoit comme ça au canapé, il s'adosse. Comme c'était un homme qui mangeait ses ongles, lui, il n'avait pas besoin de la lame ni de coupe-ongles. Donc, tout le temps, ses mains étaient dans la bouche pour manger ses ongles. C'était son truc, son tic depuis son enfance. Il s'est mis à manger ses ongles en regardant le mur de la télé bizarrement. Comme quelqu'un il s'attend que je lui dise quelque chose de plus, quoi. Il me dit, mais on n'a rien dit d'autre là-bas. Il appelle mon nom, je le regarde. Il me dit, mais on n'a rien dit d'autre là. Je dis que non, on n'a rien dit. Il dit rien. Je dis oui. Il est resté tranquille. Je vois, il fait comme quelqu'un qui réfléchit. Pendant ce temps, pendant que je vois qu'il est en train de réfléchir, comme quelqu'un qui bagarre en lui. Moi, je me souviens de ce qu'on m'a dit là-bas. Bon, je reste tranquille. Comme c'était un week-end, le week-end qui suivait, ma maman est venue. Je lui dis que la maman est venue. Donc, quand il a quitté le travail le jour-là, il vient à la maison tout content. Il s'assoit. La maman lui dit, bon, tu m'avais envoyé avec ta chérie pour aller voir ceci. Donc, je suis venue te donner le compte rendu en face. La maman lui répète qu'on a dit, c'est l'hôpital, pour mon ventre, il n'y a rien. La maman lui dit, mais on a dit que toi, tu dois faire attention. Il regarde ma mère, il dit, fais attention comment? Ma maman lui dit que on t'a proposé un endroit. Le Ngangan a dit qu'on t'a proposé un endroit où tu es sur le point de partir. Et le visage, la face du truc, de l'histoire, de l'endroit où on est en train de te proposer, n'est pas ce qu'on va te faire là-bas. Ça sera autre chose. La maman l'a tout expliqué. Le mec, comme c'était un ancien sportif, il aimait trop mettre les culottes avec des baskets, des t-shirts. Et c'est comme ça qu'il était toujours en semaine, en dehors de lorsqu'il va à l'église le dimanche. La sueur coulait sur ses pieds comme ça, comme s'il était en train de courir. Pourtant, il avait le climatiseur. Il transpirait tellement, il était dépassé. La maman l'a tout relaté. Il avait la honte. Après, il se tourne son visage, il me dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? Je lui réponds que c'est lui-même le monsieur qui a dit que je ne dois pas te dire, que tu ne devrais pas me croire. Il dit avec une voix toute abattue que non, c'est que je devrais quand même croire. Mais ça, c'est à l'époque où on croyait aussi au Ngangan. Donc, juste pour dire que la moralité de l'histoire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous présente comme conseil, comme indication, comme astuce de nos jours même aussi, parce que dans les réseaux sociaux, on voit un peu de tout. C'est pas tout ce qu'on entend qu'on met en pratique. Vraiment, le dehors est très mauvais.
Moi qui vous parle en ce moment, parce que là, nous étions déjà en 2006 et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Je crois que je serais morte depuis. Pas parce que celui même qui m'a vendu l'a voulu, mais parce que il se retrouve dos au mur. Et comme j'étais déjà très proche de lui, je devais être la première personne à être liquidée. Ensuite, les autres. Mais les autres, c'est moi, ça m'importe peu. Moi d'abord. Donc, faisons beaucoup attention. Sur ce, j'espère que DMG va publier cette fois mon histoire. Bisous à tout le monde et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour la famille DMG. Bonjour la team. Bonjour DMG. Et son équipe. Alors, je me suis souvenu d'une histoire. Un vécu. Vraiment, pour dire aux gens, faut pas céder, quoi. Faut avoir les nerfs solides, en fait. J'avais eu un voisin, un mec du Maghreb, un monsieur du Maghreb, 50 ans passés, C'était même pas un petit jeune pour lui trouver des excuses. Il a aménagé là. Bonjour, voilà. Et moi, je respecte tellement l'espace vital des gens. Si tu veux sortir et que tu sens que l'autre veut sortir, bah t'attends qu'il sorte. Parce que ouvrir la porte au même moment, tu es obligé de dire bonjour. Il y a toujours des gens, et puis ils aiment lorgner chez toi comme ça et tout. Oui, oui, ils ne se gênent pas. Ils veulent lorgner chez toi. Et puis, je ne sais pas pourquoi les gens trouvent anormal que tu sois là, et une femme qui paraît, enfin, parce que les gens, moi je dis paraît, qui paraît avoir tout ce qu'il faut, gna gna gna, et puis pourquoi est-ce que ils appellent ça être tout seul, je sais pas, je ne sais pas. Ils te jugent, donc ça y est, c'est bon, c'est à côté, donc peut-être il y a des signes que toi tu n'as pas captés. Après, ça devient un peu comme une rancune. Toi, tu n'es pas au courant. Tu viens chez toi, tu fermes la porte, on ne sait pas que tu es là, on n'entend pas ta voix, on n'entend pas ta télé, il n'y a pas de bruit. La plupart du temps, il n'y a même pas de visite. Donc vraiment, quand quelqu'un vient te rendre visite, une fois par an, je ne sais pas trop quoi, tu es dehors comme ça, là, sur ton transat. Là, tout le monde va ouvrir ses volets comme ça et tout. L'être humain est bizarre. Alors, l'histoire, on revient à mon voisin. Ce voisin, après quelque temps, il pense m'avoir étudié. Il a dû faire plein de trucs où j'ai pas capté, quoi. J'ai vraiment pas capté. Il a commencé à mettre sa télé avec les baffles à fond la caisse. Bam, 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 ça a résonné partout. Ça, je ne sais même pas avec l'écho jusqu'où c'est allé. Je pense que les autres se disaient que soit c'est un timbré, soit il a un problème, soit je ne sais pas. J'aime pas ce que les autres pensaient en fait. Et moi j'étais juste là, face à ce truc. Ma porte vibrait parce que le son était tellement fort, on aurait dit la boîte de nuit. Et la meilleure, c'est qu'après quelques temps, quelques mois, pour vous dire à quel point moi je tiens, parce qu'il a vu, je disais rien. Je continue à dire quand on se croise, bonjour, bonjour. Pas plus. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Le mec, c'est à ce moment-là, il se disait, je vais dire, oui, excusez-moi, vous voyez, je suis insomniaque, toute la nuit, non, 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 non. Je reste sur le bonjour. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Maintenant, il ouvrait carrément sa porte face à moi.
Et en plus, non seulement content de ça, il était au téléphone avec son oreillette comme ça. Et il parlait à papa, papa, il parlait. Je me dis, en Afrique, on sait ce genre de truc. Si tu réponds, tu es tombé dans le piège. Si tu te plains, tu es tombé dans le piège. Je vais voir jusqu'où ça va aller. Il voulait toujours savoir ce qu'il y a chez moi. Qu'est-ce qu'il y a chez moi? C'est quoi les meubles? C'est quoi ma chambre? C'est quoi? Si on ouvre la porte au même moment où il s'arrange à être vers le couloir, il veut lorgner. Mais qu'est-ce qu'il veut lorgner chez moi? Je ne comprends pas. Alors après tout ce bruit, cette espèce de harcèlement, je sais pas, je me retrouve en train de faire un rêve. Dans ce rêve, je me retrouve dans une savane, genre safari, et dans un genre c'est des espèces de boucarou comme ça, je sais pas comment appeler ça, un peu à la hauteur pour les touristes qui font du safari, où on peut regarder avec des jumelles. Vraiment ce genre de rêve, c'était comme un safari. Et pendant que j'observe la nature, parce qu'il il y avait un plancher, hein, sous le plancher, je sens une grosse bête, vraiment une grosse bête, qui secoue le plancher et qui essaye de taper dessus pour que... parce que vraiment, c'était sur une colline, hein. Si les pieds balançaient, je me retrouvais dans le vide, voilà. Donc, la bête, elle était costaud. Elle essaye de taper, mais de taper pour que je tombe et tout. Et je vois comment... ça s'appelle les planches, les lattes, je sais pas trop quoi, c'est déjà en train de bouger, mais... Et je vois la corne. Je me rends compte que c'est... La grosse bête, c'est le... Attendez, oh, comment ça s'appelle? Inesros, oh, ça va, je bug. L'inosoros, j'ai un truc comme ça, pardonnez-moi. Pardonnez-moi parce que la prononciation, là, je bug. Il avait une corne, il était énervé, mais une grosse bête bien âgée. Et il fonçait et tout ça, il était déterminé à me faire tomber pour me faire ma fête, quoi. Je regarde la bête, les planches commencent à bouger. Je me dis, Seigneur, comment je vais faire avec cette bête? Les kilos, le machin, la bête est enragée. Et je me dis, je regarde le ciel, je me dis, Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le... Je n'ai même pas fini combat, je me suis retrouvé avec une épée enflammée. Alors là, je prends l'épée, j'ai envie de mettre directement sur le milieu du crâne, vraiment pour être sûr que ça traverse la cervelle et on n'en parle plus. Et j'ai cette petite voix qui me dit, attention, tu ne sais pas qui c'est, tu risques être peiné. Oui, tu es dans tes droits, mais fais gaffe, la petite voix qui me parle. Blesse, mais ne tue pas. Donc, je mets au niveau de la clavicule. Je place l'épée au niveau de la clavicule. Je retire. Et la bête blessée part... voilà. Et je me réveille. Je cherche. Ça veut dire quoi? Le rêve, il faut que je l'interprète. Je reste chez moi, mais bizarrement, ce matin-là, je n'ai pas de bruit, je n'ai pas de musique, je n'ai pas de son. Pendant 2 jours,
À un moment, je me suis dit, oula, il est malade le voisin, il est mort le voisin, qu'est-ce qui se passe? Je savais qu'il était chez lui. Le troisième jour, il n'en peut plus, il sort. Quand il sort, il a la tête comme ça, comme si on l'avait cassé, et s'est posé sur l'épaule. Il ouvre la porte, et moi je savais, donc je me disais, je dois voir ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je l'entends ouvrir la porte, je fais pareil comme lui. J'ouvre ma porte. Il ferme les yeux, il baisse les yeux comme ça, il ferme sa porte. Je lui dis, mes voisins, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez la torticolis? Il dit, je sais pas, ça fait 2 jours, je me suis réveillée comme ça, il faut que j'aille chez le kiné et tout, vraiment ça va pas. Je lui dis, mais non, vous avez mal dormi. Mais non, qu'est-ce qui vous arrive alors? Je sais pas, j'ai mal à la clavicule, et mon cou s'est retrouvé. Nom de Dieu, nom de Dieu. Il était tellement mal à l'aise. Je vous dis que c'est le Maghreb. Hein. Il était tellement mal à l'aise. Et le mec était costaud. Je vois pourquoi c'était ce totem-là en fait. Parce qu'il était costaud le mec. Hein. Et la bestiole aussi. Hein. Le monsieur, il est parti. Je vous assure, je n'ai plus jamais eu de son. Je n'ai plus jamais eu de tapage. Le monsieur est devenu le voisin le plus adorable du monde. Pour vous dire même qu'il prenait mes poubelles. Ah, quand je descendais mes poubelles, je descendais les tiennes. Oh, que c'est gentil. Ah, je vais faire les courses. T'as besoin d'un café? T'as besoin de quelque chose? Oh, c'est gentil. Mais bon, j'en ai, bon, pour la prochaine fois, tellement tout crème, tout crème. 2 personnes bien différentes. Donc, il faut peut-être agir de temps en temps, frapper la main sur la table pour dire, hé, oh, se taire, ne rien dire, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Il faut faire très attention. Parce que quand ce genre de personne agit, estime-toi heureux d'être en vie. Estime-toi heureux d'être en vie. Des fois, les gens sentent que tu as une puissance en toi. Ils essayent de regarder spirituellement. Ils voient la lumière, ils ne savent pas. Ils sont excités, ils veulent voir, ils sont déterminés. Et après ce moment-là, parce qu'il a compris que bon, il a dû savoir que si je voulais l'achever, je l'aurais achevé. C'était juste pour lui dire, petit, je ne suis pas à ton niveau. C'est après ça que j'ai ouvert ma porte, comme ça, comme si c'était un hasard, toute grande ouverte. Quoi. Et je ne sais pas pourquoi il a été soulagé, que c'était normal. J'avais une maison normale, comme tout le monde. J'avais une maison normale. Ah, rien, on ne se connaît pas, c'était le bonjour. Il vient m'attaquer. Voilà, maghrébin comme ça un matin. À un moment, quand on est à bout, on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes. Hein. Mais un petit avertissement de temps en temps pour calmer les choses, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Tu dors, tu pries dans ton cœur. Tu marches, tu pries. Tu as même les louanges. Les louanges doivent être ton oxygène dans ton cœur. Ton oxygène. Les gens pensent qu'il suffit de faire des courbes, on se courbe, on ceci, on cela. Non. Quand on a des louanges en permanence, c'est prier encore 3 fois plus. 3 fois plus. On n'a pas peur. On n'a pas peur, même si on traverse tout un continent à pied, on n'a peur de rien.
on est tout joyeux, on est tranquille, il y a une lumière qui brille en vous et les gens, ça dérange. Ça dérange. Vous avez jamais vu le fait d'être toujours égal à vous-même, sympa, poli? Il y en a que ça dérange, vraiment. Bon, je vous souhaite une bonne journée et puis on like, on commente, on partage. Oui, la famille, on partage, on like. Ça fait du bien, ça appelle du monde, ça sensibilise. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMJ. J'espère que vous vous portez bien. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'émission que vous faites parce que ça sert à édifier certaines personnes. J'ai 2 histoires à vous raconter. La première, c'est l'histoire d'une amie et la seconde, c'est mon histoire. Déjà à la base, je suis quelqu'un qui attire les autres, que les autres aiment bien être avec, etc. Donc je suis, on va dire, avant j'étais une fille à amis, les gens qui aiment avoir beaucoup d'amis. Et voilà comment j'ai rencontré une fille par le canal de ma mère, parce que c'était la petite sœur de la meilleure amie à ma mère. Et elle est même, et selon ce que ma mère disait sur moi, donc elle avait décidé qu'elle voulait que je sois sa copine. Et voilà comment elle m'avait contacté un jour et nous avons commencé les copinages, etc. Ça se passait bien. Sans vous mentir, cette fille, hein, elle était belle. Elle était très belle. C'était le genre d'amis dont j'étais tellement fière qu'elle soit ma copine en fait. Parce que partout on partait, partout je l'emmenais, les gens étaient toujours stupéfaits par sa beauté. Et tu es une très belle copine, tu es une très belle copine. Et moi, j'aimais ça. Et je suis le genre de personne sans arrière-pensée. Donc, tu es belle, moi je suis contente. Je suis contente pour toi. Moi aussi, je suis jolie, mais bon, comme on dit souvent dans la vie, il y a les plus, il y a les moins. Donc, je ne vais pas me morfondre ou avoir une certaine rancœur envers l'autre parce que tu es plus jolie que moi. Donc, la dame, ma copine, a fait la rencontre d'un dragueur par le biais d'une autre copine à elle. Et sa copine a travaillé au Balajo. Pour les Gabonaises qui ont peu fait la vie, elles savent où se trouve le Balajo. Ça se trouve à lui, à côté du Coton. Et ça n'existe plus. Donc, nous, on aimait fréquenter le Balajo, souvent tous les vendredis, les samedis, on allait pour danser et s'amuser. Donc, elle avait une amie à elle qui était serveuse là-bas. Et sa copine lui a présenté un monsieur. Je vais appeler ce monsieur, je vais l'appeler Monsieur Invisible. Donc, sa copine lui a présenté Monsieur Invisible et les deux ont commencé à se fréquenter. Et un jour, elle m'avait dit, non, écoute, j'ai Monsieur Invisible qui m'invite. J'aimerais que tu m'accompagnes parce que je n'ai pas envie d'être seule. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce qu'à l'époque, là, on louait. Donc, elle et moi, on vivait ensemble. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Nous sommes partis. En partant, elle m'a présenté monsieur Invisible. Et Monsieur Invisible était accompagné, il n'était pas seul, il était avec l'un de ses amis. Mais bizarrement, parce que moi, je suis d'abord quelqu'un, je peux dire, je suis spirituelle. Je suis très éveillée spirituellement. Et soit je vois les choses dans les songes, soit à l'instant T que je regarde la personne, je ne sais pas comment je peux dire ça, des sortes de visions en fait. Donc, quand je vois Monsieur Invisible, je ne vois pas son visage avec l'aspect d'homme. Je vois son visage avec l'aspect d'un serpent. Donc, tout de suite, quand je le regarde, je vois un serpent. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? Quand je le regarde encore, je sais encore de vraiment, qu'est-ce qui se passe? Je vois un serpent, donc moi j'ai pris peur. Toute cette soirée, j'étais froide. Mon ami m'a demandé, mais c'est comment? Pourquoi tu es comme ça? J'ai dit, non, il n'y a rien, parce que je ne voulais pas mettre cette dernière mal à l'aise. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai fait part de ça. Je lui ai dit, écoute, Monsieur Invisible, moi je sais pas comment ça se passe entre vous, mais essaye de faire attention parce que je ne le vois pas clair. Il n'est pas bien, monsieur Invisible.
Et de surcroît, une personne en journée n'est jamais disponible, son téléphone est toujours fermé, il est que disponible à partir de 19h, quand il commence déjà à voir le noir, et puis tu ne l'as jamais vu la journée. Est-ce que c'est pas inquiétant? Et c'est un peu un jour, elle a essayé de me rassurer, elle me dit non, faut pas t'inquiéter, tu sais que lui il travaille, c'est un homme très occupé, donc les heures là il est au travail, donc il est que disponible qu'à partir de 19h, patati patata. J'ai dit d'accord. Un jour, après quelques semaines, peut-être 4 à 5 semaines comme ça, un jour elle rentre, elle est bizarre, elle est toute bizarre. Elle était sortie parce que le monsieur l'avait invitée, monsieur invisible l'avait invitée. Donc elle est rentrée le matin, elle est sortie vers 22h, elle est rentrée vers 5h. Elle était toute bizarre. J'ai ouvert la porte, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur invisible, voici ce qui s'est passé. Donc elle me dit que monsieur invisible et elle sont allés au Balajo comme d'habitude, aller prendre un verre. Après ça, monsieur invisible lui a dit non, je vais aller te montrer chez moi. Quand ils sont partis, elle me dit l'endroit était, ils se sont enfoncés dans la zone d'Akanda, dans Avorobam. Elle me dit, elle ne sait même pas, elle n'a même pas vu une maison. C'était tellement loin qu'elle a commencé à paniquer. Elle me dit, monsieur invisible et elle sont arrivés dans un endroit. Il a fait les jeux des phares, il y avait une barrière. La maison, c'était dans le noir en fait. Donc il a fait le jeu des phares. Le gardien est venu ouvrir la barrière. Quand le gardien a ouvert la barrière, il est descendu de la voiture. Il n'est pas directement rentré avec le véhicule dans la concession. Il a garé devant la barrière. Il est descendu du véhicule une fois que le gardien a ouvert. Après, le gardien et lui, ils ont contourné pour aller allumer le groupe électrogène. Le courant est revenu. Ils ont mis le courant. Maintenant, après, monsieur invisible et le gardien étaient en train de parler. Et quand ils parlaient, ils étaient en face du véhicule et ils regardaient où mon ami était, la direction de mon ami. Elle me dit, elle a pris peur. Elle a commencé à paniquer. Elle a commencé à pleurer. Quand monsieur invisible est revenu trouver mon ami dans le véhicule, puisqu'elle était en train de pleurer parce qu'elle avait peur, mon ami lui a montré que non, excuse-moi, on vient à peine de m'annoncer le décès d'une personne. Donc voilà. Donc voilà, là je ne peux plus rester, il faut que je rentre. Monsieur invisible a dit que bon, vu qu'il était 5 heures et que le jour était en train de vouloir se lever, il a dit, écoute, moi je ne peux plus t'accompagner, donc je vais te laisser un certain niveau, moi je vais rentrer, mais voici 200 000, tu vas prendre le taxi et puis tu vas essayer de faire ce que tu as à faire avec cet argent puisque tu dis qu'il y a un décès. Donc quand elle est rentrée, voilà, elle m'expliquait. C'est là, moi, je lui ai dit que, bon, écoute, moi, je t'avais déjà dit dès le départ qu'il n'est pas bien. Donc, là, tu as eu la chance parce que Dieu t'a épargné. Ce que tu dois faire, c'est que tu effaces son numéro. Avant d'effacer son numéro, tu le bloques, tu effaces son numéro et coupe définitivement les ponts avec ce dernier parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Elle m'a dit oui, j'ai compris, je vais couper les ponts. J'ai dit ok. Quelques années plus tard, après, elle et moi s'est séparés. Chacune est partie louer de son côté. Moi, je suis allée louer dans Vendo. Elle est retournée chez sa soeur. Donc, du coup, il y avait un ami, j'avais un pote là qui avait ouvert un snack, une boîte de nuit. Il m'a dit non, je viens à peine d'ouvrir, j'ouvre une boîte de nuit, donc il y a une inauguration aujourd'hui, donc j'aimerais que tu sois là. Est-ce que tu peux venir avec l'une de tes soeurs pour que tu ne sois pas seule? Je dis d'accord, il n'y a pas de problème, je viendrai, mais je ne vais pas durer. Donc j'ai appelé ma copine en question, je lui ai dit non, voilà, il y a X qui a ouvert sa boîte de nuit, donc il aimerait pour l'inauguration, il aimerait qu'on soit là. Patati et patata, elle m'a dit il n'y a pas de souci. Donc on se retrouve à 22h. Ok. Parce que nous les femmes, là, quand on commence à se préparer, on met tellement de temps. Donc du coup, j'ai d'abord appelé ma copine vers 17h. Je lui ai dit non, commence déjà à te préparer, commence déjà genre à lisser les cheveux,
mettre à prêter déjà la tenue, parce que c'est pas à 22h là, c'est pas à 22h que tu vas commencer à faire ça. Sinon, on va arriver là-bas à 1h du matin, 2h. Et 1h du matin, 2h, c'est mort. Je ne sors plus. Elle me dit, non, t'inquiète pas, je suis sortie. Là où tu me vois, là, je suis au restaurant avec Monsieur Invisible. J'ai dit, ah, comment ça, tu es encore au restaurant? Tu es au restaurant avec Monsieur Invisible. Il sort d'où? Oh non, laisse une longue histoire. Je lui ai dit que non, j'ai besoin d'argent. Je dis, ah, Monsieur Invisible, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien une fois. Ah non, écoute, laisse tomber. En tout cas, on ne fait rien de grave. Là, on va seulement manger. Il me remet l'argent et puis je pars. Et puis je rentre, je viens te trouver. J'ai dit d'accord. 20h, j'appelle. Mais finalement, à quel niveau? Oh non, là, nous sommes en train de prendre un verre. J'ai dit, ah, tu sais que je t'ai dit qu'on va sortir à 22h. Oh non, ne t'inquiète pas, je viendrai, mais avant 22h. J'ai dit, ok. 21h, j'appelle, elle ne décroche pas. 22h, j'appelle, elle ne décroche pas. Après, j'ai fait un message à mon pote. Là, je lui ai fait comprendre qu'écoute, moi, je peux venir parce que la personne avec qui j'allais venir, elle n'est pas disponible et j'ai pas envie d'être là seule. Donc, je suis désolée. Prochainement, il a été compréhensible. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. À 2h du matin, je vois mon téléphone qui sonne avec insistance. Heureusement que ce jour-là, je n'avais pas éteint le téléphone ni mettre mon téléphone sur silencieux. Et avant ça, et une semaine avant ça, on vient me révéler en songe que j'ai une amie qui va être victime des trucs sataniques. En fait, on me montre comment le rituel se passe sur elle. Mais le problème, c'est que on ne m'a pas montré exactement de qui il s'agissait. Donc, ce qui faisait que je ne savais pas qui allait subir ça. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est de mettre en garde mes amis. Je les ai fait comprendre que je ne sais pas de qui il s'agit, de qui va subir ça, mais essayez de faire très attention parce que j'ai fait un mauvais rêve. On est venu me prévenir qu'il y a une personne qui est proche de moi qui va subir un truc bizarre. Je ne sais pas si elles m'ont cru ou elles ne m'ont pas cru. En tout cas, Dieu seul sait. 22h, elle ne m'a pas répondu. Elle ne répondait plus à mes appels. Moi, je me suis couchée. Et vers 2h du matin, voire 3h, je reçois un coup de fil de personne qui appelle avec insistance. Heureusement que je n'ai même pas mis mon téléphone sur silencieux. Je décroche. Oui, allô? J'écoute une personne qui est en train de pleurer. Oh, viens me chercher s'il te plaît, viens me chercher. C'est qui, s'il vous plaît? Viens me chercher s'il te plaît, viens me chercher. Mais c'est qui, s'il vous plaît? Oh non, c'est moi, X. C'est toi, X. Tu fais quoi dehors à 3h du matin? Et puis, tu pleures pourquoi? Oh, viens, mais tellement qu'elle part. Et elle m'a appelé avec un numéro que je ne connaissais pas. Et tellement qu'elle pleurait, je n'arrivais pas à saisir ce qu'elle me disait. J'ai dit, bon, écoute, je vais te raccrocher. Tu vas te calmer 5 minutes. Je rappelle et tu vas m'expliquer ce qui se passe. Donc, je l'ai raccroché. J'ai attendu 5 à 10 minutes. J'ai rappelé. Donc, je lui ai dit, écoute, prends un taxi. Viens me trouver à la maison parce que là, je ne peux pas me déplacer. Je suis loin. Je suis vraiment très loin d'où tu es. Et à cette heure-là, je ne peux avoir aucun taxi. Et dans la zone où j'étais, vers le carrefour Antala, là-bas, vers une certaine heure, il n'y avait plus de taxi. C'était compliqué. Donc, elle est venue. Elle a quand même pu avoir un taxi. J'étais pas loin de la route. J'étais vraiment au bord de route. Elle est venue. J'ai ouvert le portail. Voilà. Et quand elle est venue, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Elle avait du mal à parler. Je lui ai dit, bon, écoute, tu veux prendre un bain? Oh oui, je vais me doucher. Je l'ai apprêtée, elle allait se doucher. J'ai dit, tu veux manger? Oui, je veux manger. Je l'ai fait les œufs, elle a mangé. Après, quand j'ai senti qu'elle était déjà calme, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais au fait, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, dans la nuit qu'elle est arrivée à 3h, 4h là, elle me dit, non, quand ils ont terminé de manger au restaurant, Monsieur Invisible lui a dit qu'il aimerait que les deux aillent se reposer. Chose qu'elle a acceptée. Les deux sont partis à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, Monsieur Invisible est rentré dans la douche.
Monsieur Invisible a fait près de 1 heure de temps dans la douche. Là, moi, je lui dis qu'attends, est-ce que on doit te couper la parole? Quelqu'un fait 1 heure de temps dans la douche, tu ne sais pas ce qu'il fait, mais tu restes là pour faire quoi? Est-ce que tu essaies de discuter avec lui quand tu étais à la douche? Il te répondait ou non, il ne me répondait pas. Je dis que mais quand tu vois même que c'est comme ça, là, toi-même, tu ne vois même pas que ce n'est pas clair. Il a bloqué ton sac. Il est parti à la douche avec ton sac. Non. Tu avais l'argent sur toi. Oui. Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêchait, toi, d'ouvrir la porte et de sortir? Tu prends ton taxi, tu rentres. Soit tu retournes, soit tu vas chez ta soeur, soit tu viens ici. Oh non, c'est parce qu'il a dit qu'il devait me donner l'argent. Je lui ai dit que non, j'avais un problème. Il m'a dit que lui devait me remettre les sous. J'ai dit, l'affaire de l'argent n'a pas tué les gens. L'affaire de l'argent n'a pas été tué. Elle me dit, quand il est sorti de la douche, il était tout bizarre. Tout bizarre, ses yeux avaient rougi. Quand il sort de la douche, il dit à cette dernière que je veux avoir des rapports avec toi sans protection. Elle me dit, chose qu'elle a refusée. Et que j'ai refusé qu'il me touche. Voilà. Il a pris 500 000, il a posé sur la table, sur le lit. Il dit que bon, voilà 500 000. Elle a dit non, il a encore ajouté 500 000, ça faisait 1 million. Après, il a encore ajouté 500 000, ça faisait déjà 1,5 million. Elle me dit non, écoute, je me suis débattue, j'ai dit que je ne veux pas, je suis sortie de là. J'ai dit, maintenant si tu es sortie de là, vous n'avez rien fait, maintenant pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? Si tu as laissé partir sans te toucher, si tu as pu t'échapper. Maintenant, pourquoi tu pleures? Oh non, je pleure seulement par émotion. J'ai dit, ok. Le jour là, elle allait au salon, quand il fallait se coucher, elle a dormi sur mon lit. Moi, j'ai dit, je ne peux pas dormir sur le même lit qu'elle. J'ai dormi sur mon canapé. Le matin, je lui ai posé la question. Elle m'a dit que non, en fait, il ne s'est rien passé. Peut-être que c'est moi qui dramatisais la chose. Patati, patata, tout ce qu'elle a voulu me dire. Ok, moi, je n'ai pas forcé. Elle est rentrée chez elle. Les années sont passées. Des mois sont passés. Après notre amitié, c'était plus vraiment ça. Parce que moi, de mon côté, j'essayais quand même de faire mes choses. Elle, de son côté, ça n'allait vraiment pas. Parce que après cette histoire, elle a commencé à sombrer. Elle a fané. Elle a commencé à faner d'une manière incroyable. Jusqu'à tout le monde me posait la question que, mais dis-moi, ta soeur a quel problème? Parce que les gens se disaient que c'était ma grande soeur. Ta soeur a quel problème? Je disais que, moi je ne connais pas. Oh. Et elle ne me parlait presque plus. Elle a commencé déjà à me lancer les pics sur Facebook. Quand je suis partie au Maroc, elle a commencé à me parler mal sur Facebook. J'ai voulu savoir c'était quoi le problème. Elle n'a plus jamais voulu me dire ce qu'elle me reprochait. Et avant ça, et avant que tout cela se produise, elle ne veut plus me parler. Je ne sais pas où elle est partie avec l'une de ses amies. Après, elle m'avait écrit et puis je l'ai rappelé sur WhatsApp. J'ai dit oui, je suis connectée, je t'écoute. Elle me dit non, je suis partie me faire consulter quelque part. On m'a dit que non, le monsieur, il m'a tout pris, il m'a vidé, je n'ai plus rien. Je suis carrément vide. Je lui ai posé la question là 3 fois. Le monsieur là, t'as fait quoi? Oui, il m'a vidé, je n'ai plus rien. J'ai reposé encore la question, il me répond. J'ai reposé encore la question, c'est là où j'ai dit que mais merde. Donc cela veut dire que tu as couché avec lui en fait. Et tu as couché avec lui, il ne t'a pas donné l'argent. Et tu es rentré à la maison. Et il t'a jeté comme une ordure. Le problème n'était même pas l'argent, mais le fait d'avoir même déjà couché avec lui, c'était une grande erreur. Parce que je pense que Dieu l'a donné l'opportunité que quelqu'un puisse faire 1 heure de temps dans une douche. La porte, il y a les clés sur la porte, mais tu n'ouvres pas pour sortir. Quand j'ai vu, dès qu'elle m'a dit ça, je me suis retirée d'elle. J'ai commencé à dire que pardon, moi je ne veux pas les problèmes. Mieux je reste tranquille pour moi dans mon coin. Elle a continué sa vie et elle a commencé à faner. Jusqu'à les gens me posaient des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta copine, ta soeur, ta grande soeur a quel problème? Je dis, je ne connais pas. Et quand elle a commencé à faner, c'est là elle a commencé à devenir aigrie envers moi. Elle a commencé à me parler mal. Quand je suis partie au Maroc, elle a commencé à m'insulter sur Facebook.
Et quand je partais, à chaque fois que je partais, toujours demander, mais la personne que tu es en train de parler sur Facebook, là, je vois bien que non, la personne, là, tout ce que tu es en train de dire, c'est moi. Tout le monde a quel problème? Non, je ne m'adresse pas à toi. Quand j'ai vu ça, je me suis retirée de cette amitié-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que dans le monde, là, il y a des mauvaises personnes. Et je ne sais même pas si ce monsieur-là, c'est un revenant. Parce que ce monsieur, je ne l'avais jamais vu clair, monsieur invisible. Là. Il n'avait jamais été clair à mes yeux. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je me dis toujours que c'est un revenant. Parce qu'après avoir fait cela, son numéro ne passait plus. On disait que le numéro n'était pas attribué. Jusqu'à aujourd'hui, je peux mettre ma main au feu que ce monsieur-là, c'était un revenant. Que sa copine lui a présenté. Et bizarrement, sa copine-là, elle vit déjà aux États-Unis. Je ne sais pas si la fille était de mèche avec ce monsieur ou je ne sais pas. Mais quand même, je me dis que cette fille-là savait très bien dans quoi elle mettait l'autre. Donc, de faire très attention avec les amis. Parce que les amis, ce n'est pas tout le monde qui est bien. C'était un peu mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Ce matin, j'ai une histoire à raconter. C'est l'histoire que mon père m'a racontée. Mon père m'a raconté parce que bon, quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais beaucoup rire. Voilà. En fait, j'aimais me moquer. J'aimais me moquer. Et c'est là, ce jour-là, mon père m'a raconté l'histoire. Il dit que quand il était tout petit, il était jeune dans son village. Il dit là-bas, il y avait une jeune fille qui aimait se moquer. Elle aimait, c'est-à-dire quand elle se moque de quelqu'un, elle fait tout possible pour que la personne sache qu'elle est en train de se moquer de lui. Oh, regardez comment il est vilain. Regardez comment il est laid. Regardez comment elle aimait se moquer. C'est-à-dire qu'une situation peut se passer tout de suite. Tout le monde va rire. Mais elle va rester la dernière en train de rire. Elle rit jusqu'à ses larmes coulent. Non. Elle aimait se moquer. Celle qui trouvait que tout le monde était laid. Et telle personne est vilain. Regardez telle personne, regarde des mailles de telle personne. Regarde telle personne là, son visage est comme ça. Oh, telle personne, il est comme ça. Elle aimait se moquer. Et donc, mon père dit un jour de marché, vous savez, jour de marché là, tous les villages environnants viennent à la ville, ils viennent à la sous-préfecture pour venir vendre. Donc, le marché était plein. Il y avait toutes sortes de personnes. Donc, la jeune fille, elle vendait là avec sa mère. Derrière sa table, elle était là. Elle a repéré une vieille dame. Et la dame aussi, on ne sait pas ce qu'elle cherchait. Une dame qui avait une allure bizarre. La dame, elle partait, elle revenait, elle va, elle vient, elle va, elle vient. Au fait, la dame, elle avait une goitre énorme. Une goitre énorme. Bon, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que on appelle une goitre, c'est une malformation qui se forme au niveau du cou. Certaines personnes, pour eux, se mettent au niveau, juste sous le menton. Et ça gonfle, et ça malforme. En tout cas, ça rend le visage de la victime, du malade, vraiment vilain, laid. Il y a certains aussi, leur malformation se met juste au niveau de l'oreille là. Vous voyez, au cou là, juste au niveau sous l'oreille. Ça gonfle et ça transforme le malade. C'est une maladie en fait, qui transforme, une malformation qui vraiment qui transforme les gens et puis ça leur donne une allure vraiment très vilain. C'est pas joli. Et en plus de la goitre, la vieille dame était bossue. Elle était bossue. En tout cas, elle était vilaine, très laide.
avec un visage vraiment, avec les dents un peu dehors là, les dents un peu longs dehors. En tout cas, elle était vilaine. Donc la dame, la vieille dame, elle va, elle monte là-bas, elle revient, passe devant la table, elle s'en va. Rien que pour que la fille là n'a qu'à la voir. Rien que pour que la jeune fille là puisse la repérer. Comme elle aime rire à tous les coups, la vieille dame savait que la jeune fille là allait rire. Donc la vieille, dans ses allées-venues, la jeune fille l'a repérée. La jeune fille dit, hey, regardez comment la vieille est vilaine. Yeah, ça c'est quoi ça là? On peut être vilain comme ça? Elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire. Même on dit sa mère, même la pincée, sa mère a mis sa main sous la table pour la pincer. Il ne faut pas faire comme ça. Elle rit seulement. Jusqu'à elle tombe par terre. Elle rit, comment elle est vilaine. On peut être vilain comme ça. Elle a ri jusqu'à quoi. Elle a ri jusqu'à. Elle a attrapé son ventre. Elle rit. C'est là la vieille dame s'est arrêtée devant la table. Pour lui dire, ma fille, c'est de moi tu te moques comme ça? Ça là, moi je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé. C'est une maladie que j'ai comme ça. Je n'ai pas payé. Mais bon, comme toi tu es trop jolie et que tu te moques toujours des gens, moi ce matin-là, j'ai décidé que tu me donnes un peu de ton huile là, l'huile que tu frottes sur toi et puis tu es jolie là. Donne-moi un peu. Je vais peut-être appliquer sur mon corps. Peut-être moi ça va me rendre belle comme toi aussi. Peut-être même plus que toi. Elle était là. Elle a cessé de rire. Elle regarde la vieille. La vieille a arrêté. La vieille lui dit, tant que tu ne me donnes pas l'huile de beauté que toi tu frottes là, moi je ne vais pas quitter ici aujourd'hui. Que je suis là. La vieille est restée là. Les gens ont demandé pardon. Maman, pardon. Maman, pardon. Cette fille-là, c'est comme ça elle est. On lui parle tout le temps, elle ne comprend pas. Maman, pardon. Maman, il faut l'excuser. La vieille dit, elle ne veut pas. La vieille dame dit qu'aujourd'hui, elle et moi, là, on est ensemble. Tant qu'elle n'a pas trouvé, elle ne m'a pas donné l'huile de beauté, là, l'huile de beauté qu'elle met sur elle, là. Tant qu'elle ne m'a pas donné aussi, je ne vais pas quitter. Je ne quitte pas devant sa porte. Je ne quitte pas. La vieille est restée jusqu'à dans la soirée. Elle est partie. La vieille est partie. La jeune fille, avec ses parents, ils ont fini de vendre, ils sont rentrés chez eux. Au milieu de la nuit, la vieille dame est revenue. Mais cette fois-ci, c'est la jeune fille seule qui la voyait. La vieille est revenue pour dire, ma fille, tu n'as pas donné ma pommade là, hein? Pommade de beauté là, pour rendre jolie là, tu ne m'as pas donné. Donc je suis venue chercher. Donc la fille a sursauté. La vieille elle est venue. Elle est là. On dit, mais elle est où? Elle est là. Elle est venue. Elle est revenue. Elle dit de lui donner l'huile là. Elle est revenue. Elle est revenue. Et ça, c'est voilà le problème qui a commencé. Oh, la fille est tourmentée maintenant. Elle crie, elle court dans tous les sens. On l'attrape. La vieille est là. J'ai dit, la vieille dame là a hanté la fille là. Mon papa dit la fille là a été hantée par la vieille dame là pendant des jours. Pendant des jours. Même en pleine journée. Elle commence à crier que la vieille est venue encore. La vieille est venue encore. C'est là que les gens ont compris que cette vieille là n'était pas simple. Donc ils l'ont envoyée chez un guérisseur. Et le guérisseur a commencé à appliquer, à la laver, appliquer des médicaments sur elle. C'est là le guérisseur dit, effectivement, la vieille n'était pas simple, que la vieille, c'était un génie. Que cette vieille dame-là, c'était un génie qui a pris l'apparence humaine pour venir tenter cette jeune fille-là. Et comme elle-même, elle aime se moquer, parce que la vieille savait qu'à tous les coups, la fille allait rire. Puisque c'est son habitude, donc le génie est venu la tenter. Et donc, le guérisseur, il a fait des médicaments pour que la jeune fille puisse se retrouver. Et ils ont pu chasser le génie derrière elle. Donc, c'est ce que mon père m'a raconté. Que ce n'est pas bon de se moquer. Ce n'est pas bon de se moquer.
Et depuis lors, vraiment, j'ai appliqué la parole de mon papa. Et cette même histoire, je l'explique à mes enfants. Et ce n'est pas bon de se moquer parce qu'on ne sait pas qui est qui. Voilà. Donc vraiment, la moralité de cette histoire, c'est ce que je venais de vous dire. J'ai dit, que c'est pas bon de se moquer parce qu'on ne sait pas qui est qui. Voilà, on ne sait pas qui est qui. Donc, merci à vous, merci à la communauté, merci à DMG et vraiment bonne écoute à tous et à toutes et à très bientôt pour d'autres histoires. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.